Bonsoir, Richard. Bonsoir. Il me semble que t'es basané. Ben, Travailles-tu, coudon, toi? c'est le changement climatique. C'est ça. Tu travailles sur ta piscine. Ben ouais, on travaille là-dessus. Richard, il y a un camp de fortune, un campement d'itinérance qui s'est installé dans un quartier résidentiel et j'ai préparé une vidéo sur le sujet que je souhaiterais te présenter pour qu'on puisse en discuter par la suite. Bien sûr. Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actualité. Aujourd'hui, mercredi 19 juin, nous sommes en direct de la ville de Longueuil dans un quartier résidentiel qui abrite une école, qui abrite une piscine municipale et un terrain de tennis. Non seulement ça, depuis quelques semaines, ce quartier résidentiel abrite également un camp de fortune habité par des itinérants qui proviennent de la ville de Montréal et de la ville de Longueuil et des environs. Tout au long de cette entrevue, nous vous présenterons quelques témoignages, quelques échanges avec quelques itinérants et nous vous présenterons également une entrevue avec la personne qui prend soin de ces itinérants-là en provenance de Montréal et de Longueuil. Je suis avec Pat, qui est responsable de l'organisation Résiste à la rue, qui est un travailleur de rue également. Pat, il y a un camp de fortune qui s'est établi dans un quartier résidentiel de Longueuil. Pourquoi Longueuil? Pourquoi dans un quartier résidentiel? Premièrement, il manque de place. Puis souvent, ils se font bannir de la place pour mille et une raisons. Je la comprends, la petite madame qui s'en va porter ses enfants à l'école, qui s'en va travailler au cabinet d'avocat après, d'être intimidée. Mais c'est une réalité qui fait partie de la réalité pareille. Mais on est ici parce que, justement, à l'église, là, pour des personnes, ils donnent des repas. Fait que on peut pas trouver ça nulle part ailleurs. Fait que j'ai pas d'argent, je suis dans la rue, je suis dans la misère. Souvent, avec les itinérants, vient un lot de piqueries, de drogue, de consommation. Est-ce que vous vivez ça ici quand même? Il y en a. Le premier puis le deux, là, c'est rock'n'roll. Là. Ça prend... Puis c'est là, encore là, tu comprends? À cause des chèques qui rentrent du gouvernement? L'argent rentre, fait que, écoute, ça consomme. Pendant la pandémie, j'ai arrêté. Puis là, j'ai décidé de recommencer. Puis j'ai décidé de recommencer sur des bonnes bases solides, droites. Puis pour le reste, écoute, à la grâce de Dieu. Tu es venu t'installer ici, toi, dans ce camp de fortune-là, à Longueuil. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Je me suis séparé. J'ai donné une maison sur la rivière de Nelleville à mon ex avant de partir. Je suis parti avec mon chien, mon troc, puis un petit peu de linge. Le fait que je suis en manque de budget, c'est qu'est-ce qui m'a fait pour que je sois dans la rue, là. J'ai pas eu grand chèque pour l'aide sociale, fait que je pouvais pas payer mon loyer, fait que je me suis retrouvé avec une tente puis je me suis équipé là-dessus. J'ai pas de tente ici. J'ai acheté à Winnebago. Je paye plus de loyer. Puis j'ai des problèmes avec le Winnebago. Ça fait un an ici. Le dernier endroit où je restais, c'était trop cher le loyer. Puis j'étais tannée, puis que je suis partie dans la rue, c'est ça, là. Je suis un peu triste pour eux, mais c'est pas vraiment approprié. Laisser les gens se coucher là comme ça, c'est pas présentable aussi. Avec l'inflation, avec la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de logement, la pénurie de travail, il n'y a personne qui est à l'abri de se retrouver un jour dans la rue. Personne n'est à l'abri. Peu importe le nombre de zéros que tu as en avant de la virgule dans ton compte de banque, on est tous à un événement près de finir dans la rue. Puis avec les 3 entrevues que vous venez de faire, vous avez la preuve. Vous avez vu à la lumière des entrevues qu'on a fait avec les itinérants qui se retrouvent dans ce quartier résidentiel de Longueuil que les raisons sont multiples. Chacun son histoire. On a voulu vous faire vivre un peu ce que vivent les citoyens ici en vous emmenant avec nous dans ce quartier résidentiel près d'une piscine, près d'une école, près d'un terrain de tennis et près d'un parc pour enfants, pour vous faire vivre la réalité que ces citoyens doivent affronter depuis quelques semaines quotidiennement. C'est Jean-François Denis en direct de Longueuil qui vous dit à la prochaine. C'est triste, Richard, mais c'est quand même une réalité qui se multiplie, qui se décuple de plus en plus à travers le Québec. Mais je suis convaincu que c'est pas juste à travers le Québec, à travers même des grandes villes à travers le monde. C'est quoi tes impressions, toi, face à ce que tu as vu dans ce reportage-là? Ben, je trouve intéressant de montrer la misère, parce que c'est ça, hein, les gens sont dans la misère, et comment nos politiciens sont déconnectés de ces réalités-là. Parce que ce qu'on présente habituellement à TVA, par exemple, dans les reportages, c'est jamais ce que tu viens de présenter là. Là, on touche à la réalité, on sent la fibre des gens, on sent la réalité de « j'avais une vie, puis j'en ai plus tout à coup ». Ça, c'est intéressant de le présenter, mais ça ne règle pas le problème. Non. Si on va en amont, Legault, depuis quelques semaines, se plaint que Trudeau a fait trop entrer d'immigrants, qui a créé une pression énorme sur le logement et tout le reste. C'est ça le problème, c'est que les institutions sont tellement corrompues depuis si longtemps que là, maintenant, on est rendu dans de l'abus total. Parce que c'est pas parce que tu rentres 600 000 immigrants illégaux qu'il n'y aura pas d'impact, là. On a rempli des hôtels. Tu te souviens, tu as fait un reportage là-dessus. Les hôtels étaient pleins. C'était la même chose à New York, trentaine d'hôtels pleins d'immigrants. À un moment donné, il faut qu'ils s'intègrent à la société. Et là, on est pris avec les problèmes. Et c'est l'été. L'hiver, qu'est-ce qu'ils vont faire s'il n'y a pas d'endroit pour les loger dans des centres
Ouais. de la réhabilitation. Oui, puis moi, ce que j'ai découvert, parce que souvent on entend le même narratif partout. Qu'est-ce que la ville attend pour envoyer les policiers, passer le loader là-dedans, puis nettoyer la place pour qu'on puisse regagner notre quartier résidentiel? Ce que j'ai appris à travers le reportage, c'est qu'il y a des lois qui existent. Exact. Il y a de la jurisprudence. On ne peut pas détruire un camp de fortune comme ça, habité par des itinérants. Sans solution. Sans solution. Si on n'a pas trouvé un autre endroit où on les expulse, pardonne-moi l'expression, On les accueille. où on les accueille. Ça prend un autre endroit, ça prend une alternative avant de le démanteler, parce qu'on ne peut pas le démanteler tant aussi longtemps qu'on n'a pas une alternative à proposer à ces gens-là. Et là, on fait quoi? On bâtit des villages complets de gens qui sont dans des situations précaires. On voit bien qu'il y a tout un impact d'avoir une économie qui est en train de tomber et d'avoir créé une immigration complètement déboulonnée. Oui, absolument. Je vais regarder quelques dossiers avec toi d'actualité cette semaine. J'aimerais faire un retour. On a eu le professeur Étienne Bernaz la semaine dernière qui nous en a fait mention, qui nous a parlé des élections européennes. Et il l'a très, très bien fait. Mais je voulais quand même t'entendre parce qu'il y a une réalité qui s'est passée en Europe. On a gagné une dizaine de sièges de ce qu'eux qualifient, parce que je sais que tu n'aimes pas l'expression, d'extrême droite. Ouais. Donc, il y a une dizaine de sièges qui étaient gagnés par le qualificatif extrême droite. Et l'Allemagne a perdu une douzaine de sièges de ses écologistes, des écologistes. Il semble y avoir une montée de l'extrême droite en Europe. Il semble y avoir une montée de la droite aux États-Unis. Il semble y avoir une montée, puis même il y a un article que j'ai lu, que même que la droite était de plus en plus épousée par la plus jeune génération qui votait pour des partis de droite. Est-ce que ça veut dire, ça, Richard, quand on regarde ce qui se passe à travers un peu la planète avec la poussée de la droite, qu'il pourrait y avoir des répercussions de la droite ou ce que les gens qualifieraient de la droite ici au Canada aux prochaines élections? Je commencerai par arrêter de parler de droite et de gauche. Là. Ce qu'on vit actuellement partout en Occident, c'est l'extrême gauche partout. Là. Le Canada d'aujourd'hui, c'est un système communiste. Là. Si on avait le gouvernement qu'on a actuellement dans les années 50, les gens diraient c'est communiste. Alors, on a évolué vers la gauche de façon telle que tous les partis, on dit le uniparti, là, tous les partis maintenant prônent les mêmes arguments. Sont tous woke, sont tous complètement à gauche à plusieurs égards. Et là, on va parler qu'on fait du clientélisme, hein, on va parler de telle position sur l'immigration, telle position sur l'économie. Ah, ben là, c'est de l'extrême droite. Alors, tout le monde est mélangé. Ce qui se passe en Europe, premièrement, c'est le Parlement européen. Alors, où sont les nationalités? Ils sont en train de tout bulldozer. Et ça a des répercussions. On l'a vu en France avec le fait que le président a dissous le gouvernement. Donc, ça oblige des ajustements au niveau des partis. Mais tout ça est téléguidé. Depuis 2020, moi je dis, il n'y a plus d'élections, il n'y a que des sélections. Bien, on en a la preuve encore une fois, au sens où il n'y a personne qui s'en va voter en étant éclairé et en disant je comprends ce qui se passe. Je vote pour le moins pire ou à peu près. Et chaque fois qu'on choisit un candidat ou un parti, bon, on s'aperçoit qu'ils sont rendus encore plus à gauche le lendemain. Ouais. Donc, je dis aux gens d'annuler leur vote parce qu'il n'y a plus rien à faire. Mais c'est pas différent en Europe, c'est même pire. Et on est à la veille d'une guerre mondiale et on est en train de faire des jeux de ce genre-là et de dire que l'extrême droite est en train de tout rafler. C'est abusif. Les médias nous mentent en pleine face et attendons de voir les résultats, mais attendons de voir ce qui se passe. Moi, je m'intéresse plus à savoir ce qui se passe avec Poutine et les États-Unis que de savoir qu'est-ce qui va arriver avec les élections européennes. Oui. Il y a une nouvelle qui a attiré mon attention. Et je voulais quand même t'entendre là-dessus, parce que ce pas tous les auditeurs qui connaissent ce projet de loi-là. Je voudrais faire un retour sur le projet de loi 63 qui subit présentement sa deuxième lecture et qui va auto-censurer les citoyens dans la peur des répercussions que pourrait engendrer cette loi-là. Voici ce qu'on retrouve dans l'article, puis je vais prendre le temps de lire vraiment les faits saillants de l'article. Ça dit que la loi vise la propagande haineuse et les gestes motivés par la haine. Or, le contour vague de cette définition invite à des lectures subjectives et donc à l'instrumentalisation de la loi à des fins idéologiques ou politiques. La loi est rétroactive. Écoute, la loi est rétroactive et sans limite de temps. Donc, tout contenu produit antérieurement à la loi et encore disponible en ligne pourrait faire l'objet de poursuites pour propagande haineuse. Finalement, la loi prévoit la criminalisation de paroles avant même qu'elle soit prononcée.
Rien de moins. Dans l'enfer qu'on nous prépare, il suffira à quiconque de dénoncer un individu sous prétexte qu'il pourrait éventuellement tenir des propos potentiellement haineux pour que cet individu soit traduit en justice. Si la loi est adoptée, elle sera appliquée avant même qu'un ombudsman soit nommé, ce qui rendrait pratiquement impossible tout recours en cas de litige ou d'abus. Et en terminant, Trudeau nous prépare l'instauration d'un climat de terreur permanent qui forcera l'autocensure, c'est la criminalisation de la pensée. Qu'est-ce que tu penses de ça? La bonne nouvelle, c'est qu'on va être tous en prison, à peu près. Oui, c'est ça. Alors, on se reverra là-bas, on jouera aux cartes. On va créer une société de délation. Une loi rétroactive. Non, oui, c'est jamais vu. Fait que moi, depuis que j'ai lu ça, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle, je me suis mis à diffuser encore plus sur Twitter qu'avant, parce que tout ce que je vais mettre là va servir à m'inculper éventuellement. Alors, allons-y. Et c'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de ceux qui se lèvent debout. Ouais. Et quand ils commencent à nous mettre des bâtons dans les roues puis qu'on redouble d'énergie, ça dérange énormément. Moi, quand quelqu'un me confronte, j'avance. Hein? Je viens de l'Est de Montréal, je ne recule pas. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se bâtir une capacité de réaction qu'on n'a jamais eu besoin dans le passé. Mm-hmm. Alors, on est plus près d'une réalité de guerre et de violence qu'on pense. Ouais. Parce que, comme je disais à ma fille depuis très longtemps, le gouvernement, c'est l'ennemi. Alors, tout ce que le gouvernement fait maintenant, c'est contraire au bien commun. Et on doit être capable de discerner qu'est-ce qu'on fait à travers ça, parce que la difficulté, c'est comment on l'adapte dans notre quotidien. C'est facile de dire « sortez vos enfants des écoles », c'est autre chose de dire « qu'est-ce que je fais? Quelle est la réalité? » Mais de se questionner, c'est ça, faire de la politique. Et peut-être que vous allez trouver des solutions, comme j'en connais plusieurs qui ont fait depuis 2-3 ans. Depuis 2-3 ans, on vit deux phénomènes. C'est le record des vols par avion depuis toujours. Donc, 23-24, record, mais qui a battu le record de 22-23, qui était un record historique. Donc, tout le monde se met à voyager, à dépenser énormément. Et en même temps, il faut faire un jardin, il faut s'éloigner des grands centres, il faut prévoir le pire, des panneaux d'électricité et tout le reste. Alors, on vit une drôle d'époque à ce niveau-là. Mais ce projet de loi est complètement inacceptable et devrait nous mettre en prison. On verra ce que ça va faire. Oui, c'est ça. Déjà que les tribunaux sont surchargés, il fallait qu'ils mettent tout le monde en prison. Ils sont surtout contrôlés. Le barreau, l'ordre des médecins, tout le monde est sous contrôle. Alors, bonne chance pour se débattre à travers ça. Mais c'est le lot de ce qu'on va vivre dans les prochains mois. Ouais. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce soir. Vous voyez, moi, là, je ne sais pas pour vous à la maison, mais je trouve ça fascinant de lire l'actualité. Je le dis à chaque semaine, je dois passer au moins 40, 50, 60 heures à lire l'actualité à chaque semaine. Et quand je vois des niaiseries comme ça prendre place pour essayer de faire taire un groupe de personnes qui se lèvent et qui dénoncent haut et fort l'illogisme dans lequel on avance présentement, mon souhait, ma prière, c'est qu'on soit encore plus de Richard Descaries, plus de Jean-François, plus de personnes qui se lèvent et qui font entendre leur voix pour dénoncer justement l'imposture que ce gouvernement est en train d'intégrer dans notre société aujourd'hui.